Merci beaucoup Hervé. Et j'ai beaucoup de plaisir à le retrouver parce que dans notre longue vie très active, nous avions partagé un plateau organisé par Mireille Dumas il y a bien longtemps, 20 ans, 25 ans, et déjà qui voulait parler des nouvelles familles à l'époque, c'était le sujet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Hervé sur ce thème tellement important, nouvelles familles, nouveaux grands-parents, nouveaux grands-mères et grands-pères. Et je vois qu'il y a beaucoup de grands-pères ici, et ça c'est très important. Je vous remercie parce que ce n'est pas toujours facile de se déplacer. Alors, j'aimerais bien vous demander de lever la main sur combien parmi vous, et Hervé en avait concocté l'idée avec moi, combien parmi vous se font appeler mémé, bonne maman, pépère, grand-père, c'est comme ça qu'on appelait dans la génération ancienne? Ou alors, après, on s'est appelé mamie, granny, papy, daddy. Et puis aujourd'hui, c'est plutôt Marinette, Mamima, Papilou, Papou. Il y a encore parmi vous des mémés ou des bonnes mamans? Vous pouvez lever la main. Voilà, une, deux. Vous êtes quand même traditionnels, hein? Bravo. Et peut-être pépère ou grand-père? En voilà un. Donc nous sommes quand même dans la tradition. Et alors, mamie, granny, papy, daddy, ah voilà, tout de suite, voilà, vous êtes des jeunes grands-parents, il y en a beaucoup plus, presque tout le monde. Alors, il y a quand même des maminas, des papilous, des papous, marinettes ou d'autres petits noms comme ça. Voilà, voilà. Alors, on voit vraiment votre sociologie, puisque quelques mémés et bonne maman, grand-père rescapés, mais rescapés, 3. Mamie, granny, papy, daddy, la majorité. Et puis, on voit poindre Marinette. Et on voit avec aussi bien les images que le nom, selon l'époque. Nous avions bien dit, n'est-ce pas Hervé, que ça serait amusant de vous caractériser comme ça. Alors, vous êtes 15 millions de grands-parents. À 56 ans, la moitié des Français sont grands-parents. Et à 65 ans, 3/4 des personnes ont des petits-enfants. Voilà à peu près la sociologie. Donc, vous avez tous sans doute entre 56 ans et plus vieux pour que le sujet vous intéresse, mais peut-être il y a des plus jeunes grands-parents. Alors, vous allez réaliser avec moi que nos petits-enfants ont énormément besoin de vous. Nos petits-enfants, ils ont un temps d'école de plus en plus long. Quand vous étiez enfant, n'est-ce pas, vous ne mangiez pas à la cantine, vous retrouviez votre maman, vous sortiez à 4h30, vous n'alliez pas au périscolaire, vous étiez beaucoup avec votre famille, avec vos parents. Maintenant, ils ont des rythmes infernaux. Ils vont à la crèche à 3 mois, ils vont à l'école à 3 ans, et c'est même devenu obligatoire récemment, et ils mangent dans des cantines bruyantes, ils jouent, j'ose même pas dire jouent, mais bon, ils se poursuivent dans des cours mal surveillés, ils vont au périscolaire avec des animateurs dépassés, et ils ont vraiment une vie pas facile. On dit qu'ils sont gâtés. Non, les enfants ont besoin des grands-parents. Leur vie est très dure. La pédagogie, à l'école où ils passent tant de temps, est confuse, de plus en plus confuse, surtout au collège. Au collège, vous savez, je dis souvent pour une leçon d'histoire, s'il y avait une guerre à notre époque, il y avait 2 pages, il y avait les causes, les faits, les conséquences, 3 dates, une photo. Maintenant, il y a 20 pages avec des photos d'artistes. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Donc, en 6e, il faudrait qu'ils sortent déjà de Sciences Po. Donc, ils ne comprennent pas trop ce qu'on leur demande et on dit apprends ta leçon, mais il n'y a plus rien qu'on apprend vraiment. Je vous dis ça, je suis fille de prof. J'ai 7 petits-enfants, 2 filles, donc je surveille tout ça. Et puis, j'ai tous mes patients qui reviennent avec les difficultés d'apprentissage. Franchement,
quelle déstructuration à tous les étages. Quant aux parents, ils sont de plus en plus surmenés, donc ils travaillent beaucoup, ils rentrent tard, ils sont fatigués, ils rêvent maintenant de vacances no kids. Docteur, vous pouvez me faire un certificat comme quoi il peut aller en collectivité parce qu'on va au Club Med et Baby Club. Donc ils sont fatigués. Et puis ils sont de plus en plus séparés, 1 sur 2 dans la capitale, garde alternée, une semaine sans maman, une semaine chez papa, avec la belle-mère, enfin voilà. Donc, si jamais on vous dit les enfants ils sont gâtés, ils ont une belle vie, moi je vous dis non, pas du tout. Le difficile équilibre pour les nouveaux grands-parents, donc je vous dis on a besoin de vous, besoin de vous. Oui, mais vous êtes encore jeune et vous êtes encore hyperactif et je vous le souhaite. Vous avez plein de projets, plein de choses à voir, c'est important aussi de rester en activité. Mais souvent aussi, vous êtes assez loin des enfants. Donc, comment prendre sa place quand on est loin? Vous avez adoré Johnny Hallyday, vous partez en croisière et vous faites face aux recompositions des familles. Donc, vous avez de nouveaux équilibres à conquérir. Et ces équilibres, ils vont se buter à la vie des parents. Parce que quand on a une fille, j'en ai 2, et quand notre fils épouse une fille qui devient notre belle-fille, on est plutôt content. On les a poussées, ces filles, à faire des études, à être autonomes pour la vie longue qu'elles vont avoir. On est fiers quand elles ont Parcoursup, prépa, machin, super. Sauf qu'après, elles sont des vies professionnelles accaparantes. Et que donc la place auprès des enfants, c'est très compliqué. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est difficile. Et à ce moment-là, le rôle des grands-parents est très important. Mais comme souvent les parents se séparent, votre place, elle est encore plus difficile à trouver. Entre mon gendre, ma belle-fille, voilà. D'autant que, je vais vous en rajouter, les conseils des médecins ont tellement changé. Et les grands-parents, vous avez l'impression d'être disqualifiés. Oui, moi, on me disait de te coucher sur le ventre. Et aujourd'hui, il y a écrit même dans le carnet de santé, attention, il faut les coucher sur le dos. Chez moi, je trouve qu'il dort mieux sur le ventre. Alors, mais il ne faut pas que ma belle-fille me voie. Et dans sa chambre, oui, moi, je mettais chute, bébé dort, il fallait qu'il ait un bon sommeil. Et maintenant, on dit non, avec les parents, avec des liens en cododo. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des modes. Alors, moi qui suis pédiatre de 2 générations, j'ai suivi tout ça et je vais vous expliquer. Vous aimez bien l'habituer au pot. Non, il faut dire chacun son rythme. Alors, on les voit à 3 ans, à l'école, tout d'un coup, il faudrait être propre. Mais non, on vend des Pampers pour 4 ans. Hein. Alors, pour ne pas être en porte-à-faux avec tout ça, pour ne pas dire c'était mieux avant et maintenant on dit n'importe quoi et je ne comprends pas, ma fille elle me critique et du coup j'ai plus trop envie de prendre ma place, je vais quand même vous raconter ce qui s'est passé dans ces 2 générations. Il faut comprendre, je ne cesserai de vous dire, il faut d'abord comprendre pourquoi ces évolutions. Vous voyez je ne sais pas si on voit la flèche, oui, le berceau d'Homo sapiens, c'était en Afrique de l'Est. Donc, nos aïeux, il y a 300 000 ans, ils sont nés là, au soleil, à poil, dans des tribus. Ils ont été essentiellement chasseurs-cueilleurs. Et ils ont migré vers les autres contrées, et c'est comme ça qu'ils se sont déplacés. Mais au départ, toutes ces tribus, elles vivent dans une case. Donc, moi, je suis fille d'expatriés. Mon père était ingénieur. J'ai grandi dans tous les pays du monde. Et dans les cases, encore aujourd'hui, tout le monde dort ensemble. Il n'y a pas de chambre. On ne dit pas, il faut nous laper le soir et dort tout seul. Si vous allez au Vietnam, où j'ai grandi aussi, vous avez des grands lits en bois avec une moustiquaire et c'est un lit familial.
Dans nos fermes, au siècle dernier, on s'endormait encore en racontant des histoires à la veillée dans la seule pièce où il faisait chaud, où il y avait souvent d'ailleurs la chèvre encore pour chauffer tout le monde. Et les enfants, ils s'endormaient doucement, et ça a été tous les contes de fées magnifiques, il était une fois. Et donc les enfants vivaient au rythme des adultes et s'endormaient doucement dans la seule pièce chauffée de la ferme. Ah mais maintenant, voilà dans quoi on vit. Voilà dans quoi ils vivent, nos enfants. Vive Le Corbusier, donc des boîtes avec des pièces, et quand on décore la chambre d'enfant, on est très content, et il va falloir le convaincre de nous foutre la paix le soir parce qu'on est fatigué. Si vous voulez mieux comprendre tout ça, vous avez le livre d'Olivier Morel, qui est un grand historien de l'enfance, et vous allez comprendre la suite déjà dans le titre, parce qu'il a appelé son livre, en étudiant bien toutes les mœurs des personnes depuis ça, là, il l'a appelé de l'enfant protégé à l'enfant corrigé. Et il a expliqué quand est-ce qu'on a commencé à vouloir mater ces diables. Je vais réussir sûrement à vous en parler. Et puis aujourd'hui, on continue nos recherches, sont arrivées les neurosciences. Et là, vous voyez la publication très récente de Rebecca Sachs. C'est une neuroscientifique américaine qui fait des IRM pour explorer le cerveau des enfants quand ils sont malades, quand ils ont des déficits cognitifs, etc. Elle connaît absolument toutes les zones avec les neurohormones qui sont sécrétées. Eh bien, elle vous montre, elle a eu un petit bébé de 2 mois. Alors elle a dit, tiens, je le mets dans le tuyau de l'IRM avec moi. Et elle montre comment sont sécrétées, quand le bébé est contre sa mère, les plages de neurohormones en feedback, c'est-à-dire celle-ci appelle celle-là, appelle celle-là, appelle celle-là. Ces neurohormones, ça s'appelle l'ocytocine, qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour, celle qui vous provoque les contractions au moment de la naissance et qui fait que l'instinct maternel va se faire. La dopamine, qui est l'hormone du bien-être. La vasopressine, alors celle-là, c'est la plus intéressante, c'est l'hormone de l'attachement, c'est-à-dire que, imaginez que, donc là, se sécrète l'hormone de l'attachement entre la mère et son bébé, et si le père est présent, moi, dans mon cabinet, je vais avoir une maman qui va mettre son bébé à téter. Le bébé était en train de commencer à pleurer, je l'avais examiné, même si je fais attention, je l'ai examiné, mais il est un peu énervé, il a besoin de se rassurer, il prend le sein de sa mère, il se calme, et là on peut parler. Si le père est là, lui aussi il est tendu quand le bébé commence, et quand le bébé se répare au sein, il est bien aussi. Eh bien la vasopressine se sécrète aussi dans le cerveau du père s'il assiste au bien-être de son bébé contre la mère. Et c'est une hormone qui attache le couple. Et puis la sérotonine, c'est une hormone qui rend serein et qui diminue la propension aux colères. Voilà tout ce qui se passe entre une mère et son bébé à la naissance et dans les mois qui suivent. C'est pourquoi le gouvernement a publié un rapport que toutes les mamans qui mettent un bébé au monde ont sur leur Internet, qui s'appelle les 1000 premiers jours. Elles ont retenu le nom parce que c'est joli, mais elles n'ont pas. Il est rédigé d'une façon un peu trop administrative et elles n'ont pas vraiment plongé dedans. Mais en fait, les 1000 premiers jours, vous les voyez sur la courbe du périmètre crânien qui est dessous, c'est depuis la naissance jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Mais vous voyez là, la courbe du périmètre crânien que nous, les pédiatres, nous mesurons régulièrement, elle grossit énormément pendant les 2 premières années. Après, elle ne grossit plus. Pourquoi ? Parce que c'est pendant les 2 premières années que le cerveau se développe. C'est pour ça que la fontanelle est ouverte, que les sutures ne sont pas jointives. Et c'est à ce moment-là que se font toutes les connexions entre les neurones. Ça veut dire que pendant les 2 premières années, si vous êtes avec un bébé en lui disant « Oh, je t'aime, tu es vraiment le plus beau, oui, papa va arriver, on va faire la fête, ça va être super », enfin, plein de choses comme ça, que lui, il sent, même s'il ne comprend pas les mots, mais il sent l'émotion positive,
eh bien, ça connecte ses neurones. Et puis, il entend les phonèmes de la langue maternelle. C'est pour ça que c'est celle qui parlera en premier. Et donc, c'est ici, pendant ces 2 premières années, que ça se passe. C'est pour vous dire l'importance des premières années dans la vie de l'enfant. Le nouveau-né, on dit que c'est un grand chercheur. Et donc, vous comprenez l'importance de l'environnement. Si la mère est déprimée, elle doit laisser son travail, elle ne sait pas comment elle va le reprendre, elle se demande à qui elle va confier ce bébé, elle trouve que tout d'un coup son mari rentre bien tard et son regard devient vide. Du coup, les informations pour l'enfant ne sont pas les mêmes. Le cerveau du nouveau-né, voilà comment il est, en masse par rapport au cerveau d'un adulte. Donc c'est là que devrait se faire tout ce qui est si important. Et si vous n'aidez pas votre fille, votre belle-fille, si vous ne soutenez pas votre fils à être attentif, bienveillant, et tout ça, vous n'apportez pas la part que vous pouvez apporter, vous les grands-parents. Comme je vous ai dit, il connecte tous ces neurones. S'il n'entend pas, il va devenir muet. Il y a peut-être des personnes malentendantes. Alors, par rapport à l'âge, forcément, il y a une diminution de l'audition, mais dès la naissance, parmi vous, il peut y avoir des personnes malentendantes. Il en est 1 sur 800 par jour en France. Et quand l'enfant n'entend pas, eh bien, il ne nourrit pas les centres du langage, les circuits du langage, et donc on s'aperçoit à 2 ans qu'il ne parle pas. Trop tard, les neurones ont fondu. Parce que les neurones, je vous dis, c'est dans les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a heureusement des petits appareils qui dépistent l'audition. Donc si vous avez des bébés qui sont nés, des petits-enfants qui sont nés à partir de 2012, vous ouvrez le carnet de santé et vous verrez qu'est apparu dépistage de l'audition. Oui, oui. À ce moment-là, on sait qu'il entend. Si jamais il n'a pas répondu au test à la maternité, il risque de devenir muet et on s'en sera aperçu trop tard. Donc alors, on va vérifier et on va lui mettre des petits implants et il parlera parfaitement. Donc, vous voyez la perte de chance qu'il peut y avoir quand on ne s'occupe pas bien d'un enfant tout petit. Alors là, je vais vous étonner parce que je vous dis qu'il n'a pas mal aux dents. Pour vous, c'est évident, voilà, il a mal aux dents. Il faut lui mettre du dol aux dents. Mais non, il faut connaître, comme je vous dis, toujours comprendre. Regardez la coupe du cerveau du bébé, de l'enfant. Là, vous avez toute la masse des neurones qui est dédiée à chaque organe. Dans la moitié d'un hémisphère cérébral coupé, quoi. Vous avez la masse des neurones dédiée à la langue, dédiée à la bouche, dédiée au regard, dédiée à la main, et le reste du corps, rien du tout. Aujourd'hui, les filles de crèche, comme elles les laissent beaucoup au tapis, les pauvres, ils s'ennuient, ils voient le plafond ou le sol, c'est horrible, bien qu'on ait mis des jouets. Elles disent, il faut qu'ils se retournent, il faut qu'ils fassent du 4 pattes. Moi, quand j'arrive, je dis, c'est ça, c'est le bocal à lézard ici. Ils sont tous par terre, il n'y en a pas un dans les bras. Ah ben oui, mais j'en ai 5. C'est vrai. Elles sont héroïques, c'est vrai que c'est très dur de s'occuper de tous ces bébés. Mais n'empêche que pour eux, ce qu'ils voudraient, c'est les bras de maman, parce que quand il est porté, il peut communiquer. Et vous voyez que toutes les sphères que nous avons dans notre cerveau humain privilégient la communication, c'est-à-dire la parole, le regard, l'échange par le regard, la main, mais pourquoi le pouce? Le singe, il aura ses 5 doigts représentés également. L'être humain, le pouce, dès 9 mois, vous voyez qu'un bébé prend un petit bout de papier comme ça, avec son pouce opposé, parce qu'il a déjà, à 9 mois, il prépare l'écriture. Donc, quand il met sa main dans sa bouche, vous savez, Dolto, elle disait, la bouche, c'est une 3e main. En fait, il explore, il va prendre, à partir de 5 mois, il prend une gomme qui est sur votre bureau, et puis il la suce, et puis il la passe dans l'autre main, puis il la jette. Il explore. C'est comme un cosmonaute qui arrive sur une planète, il va vivre 100 ans, et vous voyez, dans les 2 premières années de votre vie, vous avez appris énormément de choses.
Et donc, c'est pas ses dents, il bave et ça n'a aucune importance. Mais au contraire, il s'apprête, vous voyez dans son regard, comment il veut communiquer. Donc, un bébé, il veut être porté, il veut être redressé. C'est pas un petit singe qui va grimper aux arbres. Donc, vous allez comprendre, à la lumière de ce que je vous ai déjà préparé, pourquoi les parents, aujourd'hui, retrouvent ces gestes qui s'étaient perdus et qui vous étonnent. L'allaitement, bon, en France, on ne va pas se glorifier, on est le dernier pays de l'OCDE pour l'allaitement maternel, parce que dès qu'elle parle d'allaitement, on va dire oh, ça fait mal, t'as pas de lait, moi j'en avais pas. On ne sait pas pourquoi les femmes n'ont pas de lait, hein. Je n'ai pas vu une chatte qui n'a pas de lait. Mais les Françaises, elles n'ont pas de lait. Donc c'est une question, si vous voulez, d'image de la femme en France, qui est la liberté, la mode et les seins. Alors, comme on a beaucoup dit que le lait maternel c'est très bon, on dit oui, mais bon, pas trop longtemps, quoi. Il ne faut pas que ce soit ridicule. Donc, on est le dernier pays en durée aussi. Mais on augmente quand même doucement, on essaie, mais c'est très difficile parce qu'on va nous dire c'est la liberté de choix. On est libre de ses choix quand on est informé. Moi, je vous explique que l'allaitement maternel, c'est pas juste que ça vous donne des forces pour la vie entière, c'est aussi une communication, comme vous le voyez sur la photo, entre la mère et l'enfant. Et quand vous avez vu un enfant allaiter, vous voyez qu'il se passe bien d'autres choses que le biberon ne remplacera pas. Alors, tout le monde n'a pas allaité. On a été une génération, nous, alors où c'était vraiment vive le biberon, et on a été très long à y revenir, mais comprenez que votre belle-fille ou votre fille, on lui a expliqué que c'est quand même important. Et le premier mois, c'est un peu difficile parce que nos seins sont tout neufs, mais après, c'est vraiment très facile. Et il faut toujours écouter la mère. On ne va pas dire, bon, bah, tu vas arrêter maintenant. Non. C'est elle qui sent, et j'espère aidée par votre fils, qui est son mari, et qui lui dit, on fait comme on sent. Vous voyez, dans les campagnes, on avait quand même du bon sens autrefois. On avait des berceaux qui berçaient. Au besoin, on prenait une caisse et on faisait bercer. Maintenant, on appelle des berceaux qui sont une cage transparente pour bien surveiller, mais ça berce plus. Et donc, on est là, on est fatigué, il pleure, il a un petit gaz. On dit, docteur, il a des coliques. Alors, ils ont tous des coliques et des reflux, etc. Moi, je dis, il n'y a que les poupées Corolle qui n'ont pas de gaz. Hein. Mais quand un enfant vit, oui, il pète, il pleure, il hoquette, il vit, il faut le savoir. Mais le berceau, c'est quand même un moyen bien pratique. Et malheureusement, eh bien, il y en a très très peu, il y a un peu qui ressort. Et de même, vous voyez cette maman qui porte son bébé, franchement, c'est tellement magnifique. Et ils regardent le monde ensemble. Alors que quand vous le voyez, le bébé, dans une poussette, tout à l'heure j'en parlais avec Hervé qui a eu ce spectacle d'un enfant dans une poussette, alors McLaren parce qu'on frime, ou bien poussette clic-clac, mais elle est tellement encombrée de tas de trucs qu'on ne la replie pas. Bref, il est loin, il voit le ciel, et maman qui parle avec sa copine, et quand il n'a pas, comme a dénoncé Hervé tout à l'heure, un téléphone ou une tablette dans les mains. Donc, moi, je vais vous dire que si vous voyez que votre fille préfère, ou votre belle-fille, un porte-bébé, eh bien oui, parce qu'à ce moment-là, elle va lui parler. Quand vous êtes comme ça avec le bébé, vous allez lui dire, oui, t'as vu l'autobus? Et tout de suite, on partage, vous allez chez le poissonnier, le crabe avec sa pince. Et c'est là, c'est Stanislas Dehaene, vous savez, qui est un grand neuropsychologue, qui explique, qui disait, je me souviens, il y a à peu près 2 ou 3 ans, sur LCI, je l'ai vu faire une conférence où il disait, il faut prévenir les parents que le langage, ça se construit la première année. Pas la parole, ça ne sort pas encore, mais ça rentre là. La première année. Si on ne parle pas à un enfant, si on lui fout une tétine, parce qu'il pleure trop, on en a marre, on n'a pas envie de le bercer, on n'a pas envie de l'allaiter, etc., on le met dans un lit à distance, ben, il restera beaucoup moins de vocabulaire, et ça a été évalué qu'à 4 ans, aujourd'hui, eh bien, on voit qu'entre les différents niveaux sociaux de ceux qui ont vraiment éduqué l'enfant, il y a 1 million de mots dans le lexique de différence d'un enfant de 4 ans. Et ça va être prédictif de ses fonctions cognitives, de son intégration sociale et de tout. Hein.
à tel point qu'en France, on a un peu mis l'étude sous le tapis. Comprendre encore pourquoi ils deviennent si capricieux. Parce que comme je vous ai expliqué, et comme Hervé m'a fait l'honneur de le rappeler, j'ai œuvré pour l'abolition des châtiments corporels, loi qu'on appelle anti-fessée. Alors vous en avez tous reçu, vous en avez tous donné, je vais vous expliquer après. Mais il faut comprendre déjà, parce que vous allez me dire, oui, mais les enfants aujourd'hui, ils sont capricieux, ils sont insupportables. Eh bien, de tout temps, le cerveau a été fait comme ça, c'est-à-dire que en orange, là, vous avez le cerveau des émotions, et c'est ce qu'on appelle le système des émotions. Ici, ce qu'on appelle l'amygdale, c'est un petit noyau de neurones qui est gros comme une amygdale. Dès que le bébé, entre la naissance et 5 ans, a une émotion trop forte, une contrariété, c'est comme les warnings de votre voiture, ça fait le feu de la colère. Et cette colère, elle va pouvoir se maîtriser quand le cerveau cognitif au-dessus de la conscience va pouvoir la calmer. Quand il est petit, il ne peut pas. Donc, il va d'autant plus mûrir, c'est entre 5 et 7 ans, vous savez, vos grands-parents, il y a donc très longtemps, avaient quand même une sagesse, en même temps qu'ils faisaient les berceaux qui berçaient. Ils disaient, l'âge de raison, c'est 7 ans. C'est l'âge où, ici, il y a la raison, c'est confirmé, et ça permet que, si par exemple là, on serait un peu irrité, vous vous dites, ah là là, tout à l'heure, il ne faut pas que j'oublie que j'ai ça à faire, etc. Mais si vous êtes intéressé, vous ne vous énervez pas, vous coincez votre système limbique et vous dites, stop, on ne fait pas de crise. Mais l'enfant, il ne sait pas le faire. Donc, l'enfant, il a l'air capricieux, en fait, c'est parce qu'il a des émotions qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, si on l'aide bien à les gérer, c'est-à-dire qu'on va éviter que la colère parte, comme c'est un grand découvreur, comme je vous ai dit, il faut qu'il trouve les codes de ce monde pour ses 100 ans à vivre. Eh bien, s'il est là, par exemple, il ne va pas rester sage. Bien sûr, il a 2 ans, il va prendre ça, il va commencer à vouloir le boire, etc. Et si je lui dis non, mais que je lui dis assis-toi et sois sage, ça ne va pas durer longtemps, il va répéter les plombs. Si par contre je dis non, pas ça, mais que comme il y avait un enfant, vous avez prévu, que vous avez amené des petits jouets que vous lui donnez et qu'il peut les découvrir, eh ben, il va se calmer. Donc il faut toujours faire diversion pour éviter que la colère ne parte. Quand la colère est partie, parce qu'on est très occupé, parce qu'on ne peut pas avoir tout prévu, on ne l'engueule pas en disant j'en ai marre de tes colères, j'en peux plus, parce que là ça l'angoisse encore plus. On dit oui, la colère est partie, elle va se calmer, on est fatigué. C'est comme un orage, vous ne pouvez pas arrêter les orages. Donc vous essayez de dire oui, je sais, tu es fatigué, tu es en colère, ça va se calmer. Vous essayez de voir si un petit aliment, parce que quand on est en hypoglycémie, on calme moins. Et plus vous ferez ça, et plus quand il va grandir, eh bien, il va avoir maturé en paix. Alors évidemment, les enfants, bon, ben, on les laisse là. Alors ils ont grandi, ils sont en crèche, mais ils sont 8 pour une fille. Donc je vais vous donner 8 enfants de 2 ans à garder. Vous allez me dire si vous allez avoir beaucoup d'échanges. Même si elles font tout ce qu'elles peuvent, vous savez, je les respecte beaucoup. Et puis voilà, ça c'est celui-là qui est dans une poussette. Ah c'est bien, il est parti se promener. Promener de quoi? Donc, les enfants, il faut les comprendre et que donc, en effet, ils ont des colères qui montent parce que notre vie, elle n'est pas comme s'ils avaient quelqu'un, quand ils sont tout petits, qui est dédié, qui les comprend, qui les accompagne, quelqu'un qui est soutenu, donc la maman, et puis comme c'est très fatigant, merci la grand-mère, merci le grand-père, oui, vous êtes tous les bienvenus, c'est très important. Alors évidemment, il fallait forcément que je vous parle de la fessée. Ça a été vraiment des batailles de 9 ans pour apprendre aux gens qu'on ne tape plus. Ils tapent encore, mais maintenant ils savent que c'est pas bien. Ils ont commencé à évoluer. Et beaucoup de grands-parents pensent encore qu'il y a des fessées qui se perdent. Ça, dès qu'on voit un enfant, voilà. Et il faut que je vous dise que les enfants qui frappent leur professeur, mais c'est des enfants qui s'en sont pris plein la gueule petits. C'est les plus tapés qui tapent. Ils ont appris à taper. Ils appartiennent souvent à des familles qui sont très énervées et qui disent tout le temps j'en peux plus, j'en peux plus. Eh bien, grandir avec des choses comme ça, vous avez de la colère et vous-même. Alors,
Je ne vais pas vous dire que tous ceux qui ont reçu une claque ou une fessée, alors on me négocie toujours, non mais moi c'est juste derrière la tête, ou moi c'est juste sur la couche. Ben, je dis c'est bien, on tape les bébés maintenant. Mais bon, parce qu'on essaie de faire ce qu'on peut, parce que nos parents l'ont fait. Moi je dis, vous avez cru bien faire. Donc vous n'êtes vraiment pas coupable, puisque vos parents vous l'ont fait. Si vous êtes aujourd'hui une bonne personne, ils vous ont dit que vous étiez terrible, donc c'est grâce à ça. Donc vous voulez faire pareil. Et c'est vrai que les enfants, c'est fatigant. Donc, vous croyez bien faire. Mais je vous explique que, en fait, quand on tape, là aussi, les neurosciences sont venues nous montrer, ça fait sécréter des hormones, l'adrénaline, des hormones de stress, et le cortisol, qui nuisent aux connexions cérébrales. Donc, vous inhibez, en fait, le développement. Ça retentit sur les fonctions cognitives. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour une fois où je me suis énervée. Bon, ben d'accord, si on dit à ce moment-là à son enfant, excuse-moi, mais j'étais vraiment fatiguée, mais j'aurais pas dû, il ne faut pas taper. Bon, ça passe. Mais si par contre, vous dites tout le temps, tu sais ce qui t'attend, tu vas t'en prendre une, comme me disent les enfants, oui, c'est ça qu'a dit maman, ben, là, ces neurones, c'est quand même pas génial. D'ailleurs, en entreprise, on ne le permettrait pas, vous ne seriez pas plus performant, parce qu'on vous dirait, tu vas changer de poste, hein, tu vas voir. Hein. Donc, alors 24% des parents avouent encore avoir donné une fessée, mais maintenant ils avouent. Ils me disent, je reconnais docteur, et à ce moment-là, je dis oui. Ben, alors la loi, il faut que je vous explique la loi. Qu'est-ce que dit la loi aujourd'hui? La loi, quand vous allez à un mariage, écoutez bien, parce que le maire doit le lire, mais il n'insiste pas toujours assez. Moi, j'ai été maire, quand je le lisais, je lisais bien l'article. La loi dit l'autorité parentale, c'est formidable, parce qu'il vous parle de l'autorité. L'autorité parentale exclut toute violence physique et psychologique. Donc, ce n'est pas parce que vous humiliez, tu vas te prendre une fessée, ou tu vas aller dans la cave et je ne sais pas quoi, ou paf, paf, ça va te faire comprendre que vous aurez plus d'autorité. Les études montrent qu'on devient sournois, rebelle, et en fait, vous entassez l'aigreur. Et ce n'est pas la peine. En fait, ça ne sert à rien. Dans la loi, elle prévoit, non pas que vous allez en prison, hein, c'est une loi pour le code civil, c'est pour ça qu'elle est lue au mariage, pour que les gens réfléchissent. Mais la loi prévoit une aide à la parentalité. C'est-à-dire, imaginez que des parents ou un enfant, moi, va me dire docteur, c'est terrible parce que mes parents, ils me foutent des trempes et j'en peux plus, etc. Bon, notre rôle à nous, que ce soit à la PMI ou un médecin, etc., va être de proposer une aide à la parentalité. Et vous avez des réseaux d'aide à la parentalité, la CAF, les PMI, partout, pour aider, pour vous dire non, ça ne fait pas de bien, mais vous êtes débordé, on va vous expliquer et on vous donne des méthodes pour ne pas taper, pour avoir de l'autorité sans taper. Et si vraiment le père ou le beau-père il dit non mais vous rigolez docteur, moi je m'en fous, c'est mon enfant, je fais ce que je veux, là ça va être un peu plus costaud quand même comme réponse. Mais a priori les parents sont demandeurs plutôt d'être aidés que de continuer. Et alors j'en viens à vous, c'est que évidemment vos enfants, votre fils, votre fille, ne supporteraient pas que vous donniez des fessées. Et comme vous avez grandi là-dedans, ça vous est difficile. Parce que le petit va faire une colère, sa mère part, vous avez tout prévu pour qu'il soit heureux, mais non, il se roule par terre, il a envie de rester avec maman, ça vous fend le cœur, etc. Et puis, vous avez envie de dire une bonne fessée, ça le calmerait. Et puis votre fille, elle dit, ça y est, quand je ne vais pas être là, maman, elle va le taper. Donc non, c'est vraiment important de dire à votre fille ou belle-fille que vous avez très bien compris et qu'on croyait bien faire, mais t'inquiète pas, on va faire très, très attention. Donc, je vous présente la loi qui dit « L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique ». Pourquoi? Parce que l'effet de ce qu'on appelle les VEO, violences éducatives ordinaires, sur le développement cognitif, psychologique et comportemental, est très délétère et maintenant démontré. Perte de confiance en soi, ce n'est pas toujours immédiatement visible, mais ça fait perdre
confiance en soi, faculté cognitive, bonne relation, empathie avec l'autre. Donc, pas la peine d'user comme ça. Je suis obligée de vous parler des écrans. Moi, je vais vous dire, j'aime pas en fait quand on dit les écrans. Parce que je vais vous dire, tout dépend lesquels. Tout dépend comment et tout dépend combien de temps. Il y a les écrans solitaires qui sont extrêmement dangereux. Le téléphone et la tablette. La tablette, il ne faut pas y avoir, il faut la faire disparaître d'une maison où il y a un enfant. Disparaître. Parce que ce sont des écrans solitaires. Quand un enfant est, comme disait Hervé tout à l'heure, dans sa poussette en train de regarder un téléphone pendant que les autres bavardent, il est solitaire, vous ne savez pas ce qu'il regarde, et puis il peut agir dessus, et à cause de ça, c'est addictif. Il s'ennuie. L'enfant, je vous dis, il a toujours besoin de découvrir. C'est pour ça qu'ils sont fatigants. Et donc on leur donne ça parce qu'on ne veut pas s'en occuper. Comme je vous ai dit, on lui donne le biberon, la tétine, la crèche, l'école jusqu'à pas d'heure, les vacances no kids et maintenant la tablette. Et on se débarrasse. Mais ça fait, ils deviennent addictifs. Après, quand vous voulez enlever la tablette, j'ai un papa qui est venu me voir là, il y a quelques jours en me disant « Mais docteur, dites-lui qu'il ne faut pas frapper son père. » Je lui dis « Ah bon, il a 8 ans, il est très mignon. Et pourquoi il a frappé son père ?»« Eh bien, explique-lui. » Alors, comme l'enfant ne dit rien, tout penaud, le père me dit « Oui, il m'a donné un coup de poing. » Et comment ça se fait ? Je lui dis d'arrêter la tablette, il ne voulait pas. Je lui dis « Qui lui a donné la tablette ?» Donc, vous voyez, c'est comme la tétine. On veut leur enlever la tétine parce que quand ils ont 3 ans, 4 ans, ça fait un peu nigaud. Hein. Notre amour-propre est blessé de voir notre enfant. Oui, mais qui lui a donné ? En fait, si on nourrit un enfant à la demande, au sein ou au biberon à la demande, ce n'est absolument pas dangereux. Chaque fois qu'il pleure, on a besoin de tétine. La tétine, c'est parce qu'on veut qu'il ait nos heures. Alors, comme il a faim et il pleure, on met la tétine. Donc, la tablette, c'est une sorte de tétine. Et donc, c'est complètement abrutissant. Et le téléphone, ah non, mais docteur, c'est juste pour regarder les photos. Mais non, il prend l'habitude de faire ça. Et quelque part, ça réjouit les parents. Hein, ne croyez pas, ils sont contents, en fait. Et on a beau leur dire, ils ont beaucoup de mal parce qu'en fait, ils vont au restaurant et ils voudraient bien qu'ils soient tranquilles. Donc, je vous dis, les écrans solitaires, si vous êtes, vous, avec vos petits-enfants, le téléphone, c'est pour votre travail ou vos affaires, ça s'éloigne. Et la tablette, il n'y en a pas, il n'y en a pas dans la maison. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a des écrans partagés. Et les écrans partagés, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez l'enfant sur vos genoux, devant un ordinateur ou sur lequel vous mettez un petit DVD intéressant, et je me souviens d'un de mes petits-enfants, il savait que je le mettais sur les genoux et on regardait un petit DVD de marionnettes et de musique. Ah ben oui, à 18 mois, j'ai dit attention, attention, parce qu'on connaissait le truc par cœur. Attention, attention, il va arriver les requins, les requins. Il m'a dit, mais non, mamie, fin. Oh, j'étais très contente, il connaissait le truc. Mais ça, c'est comme un livre qu'on partage. Il n'avait pas action sur l'ordinateur et il n'était pas tout seul sur l'ordinateur. Donc, les écrans, tout dépend, ce n'est pas l'écran qui fait du mal, c'est qu'on ne partage pas. La télévision, on me dit des fois, chez moi, il y a une tablette, mais il n'y a pas de télé. Mais c'est l'inverse. Parce que la télévision, on la partage. Vous savez ce qu'ils regardent. Et dans nos HLM, maisons à chambre, comme ça, on est dans des boîtes, une fenêtre ouverte sur le monde, c'est quand même génial. J'ai des parents il y avait une application pour le Vendée Globe, ils avaient un bateau, tous, les 2 enfants, les parents, le soir, ils se retrouvaient, ils ont appris la géographie, tout, c'est partagé. J'ai un papa qui connaît tous les noms des voitures de Cars, tellement il les a regardées avec son fils. Mais à la télé, l'enfant n'a pas action, il y a un début, il y a une fin, et on regarde ensemble. Et puis, si c'est Choupi, après, on a acheté la petite figurine, et puis on a acheté les livres, et puis on se raconte des histoires. Donc, on ne peut pas dire les écrans. Et il faut faire attention à l'âge, bien sûr. Dans mes livres, je vous mets toujours un calendrier des écrans pour dire à quel âge lequel, et combien de temps. Parce qu'il faut avoir un agenda convenu pour l'école, les jours de classe, pour les week-ends, pour les jours chez papy et mamie, pour les jours de vacances. Il faut tout prévoir.
Et sur l'agenda, on le met au mur et on colorie les plages. Comme ça, il sait, aujourd'hui, j'ai droit à temps. Mais on n'est pas tout le temps en train de négocier. Donc les écrans, vous comprenez lesquels, c'est pour raconter une histoire, ça a un début, une fin, et l'enfant n'agit pas dessus. Alors, je vous ai demandé beaucoup de patience avec vos enfants, vos petits-enfants, de comprendre pourquoi les parents les éduquent des fois différemment de vous. Et je dois dire, avec des principes qu'on essaie de leur inculquer et qui sont dans le respect de l'enfant. Mais il faut savoir que dans les fâcheries familiales, qui sont extrêmement toxiques, les grands-parents ont des droits. Ça, c'est la loi du 4 juin 70 qui vous dit que vous avez, s'il y a une brouille dans la famille et qu'on ne veut plus vous voir et qu'on ne veut plus que vous voyez les enfants, vous avez un droit de visite et d'hébergement pour vos petits-enfants. Et pour ça, il faut faire appel au juge aux affaires familiales, qui est garant de cet équilibre. Et l'enfant lui-même peut saisir le juge, peut dire « mais j'en ai marre de ne pas voir mamie, je veux voir mes grands-parents ». Évidemment, les grands-parents, moi qui les fréquente beaucoup, ils ont beaucoup de mal à saisir le juge parce qu'ils ont peur d'aggraver. Et je dis pour les parents qui regarderaient l'émission, sachez que les grands-parents, ils ont toujours peur. Parce que ma génération d'étudiants, quand j'étais jeune interne à Necker et que je venais à la consultation, même externe, quand on apprend, le patron, je m'en souviendrai toujours, il disait, quand l'infirmière disait « et puis il y a la grand-mère », les grand-mères dehors. Et même aujourd'hui encore, je trouve que les grand-mères, quand elles viennent avec la maman ou le papa, elles rasent les murs quand elles rentrent dans le cabinet médical. Et quand je pose le bébé sur le lit d'examen et que je dis « ah, bah t'es venue avec grand-mère », là, je la vois qui s'approche. Elle est donc légitime. Donc, c'est très important de ne pas faire des brouilles stupides. J'ai des mamans qui me disent « ah ben j'ai trouvé une nounou ». Bon, ben vous êtes contente ? Oui, oui. Et il n'y a pas de grand-mère ? Ah mais non, mais ça, ma mère, jamais. Hein. On n'a pas du tout les mêmes principes éducatifs. Ah bon ? Parce que vous avez les mêmes principes éducatifs que votre nounou, vous le savez, vous ? Moi, je trouve que c'est une personne très bien. Alors, je crois quand même que... Et les enfants, vous savez, se rendent très vite compte que chez maman, c'est comme ça, chez papa, c'est comme ça, chez mamie, c'est comme ça. Et s'ils savent que tout le monde dit, bah oui, écoute, quand je te confie à mamie, je suis tranquille. Alors, simplement, pour rassurer vos enfants, comprenez bien tout ce que je vous ai dit. Pourquoi vous n'allez pas lutter avec l'allaitement en disant t'es fatiguée, etc. Laissez-la faire. Moi, j'ai une grand-mère, je vous fais une confidence, mais la première de mes petits-enfants, qui a donc maintenant 23 ans et qui me fait le grand honneur de vouloir être pédiatre, elle est en 5e année de médecine. Mais Fleur, elle a été allaitée 2 ans. Ça va vous paraître long, mais bon. Et quand elle allait le week-end chez l'autre grand-mère en Bretagne, des gens absolument adorables, l'autre grand-mère disait « mais Edith, arrêtez quand même l'allaitement maintenant, elle a 2 ans, et je vous assure, vous pourrez sortir le week-end avec mon fils, il sera content, et je vous assure, je la garderai bien. » Et Edith ne voulait pas. Elle disait « oui, ça viendra, mais non. » Et pourtant, à Paris, elle lui confiait plusieurs heures. Mais le week-end, non. Et l'adorable grand-mère m'avait dit « mais Edwige, vous ne pouvez pas dire à votre fille, vraiment, je m'en occuperai bien. » Et je lui ai dit « écoutez, il faut juste attendre qu'une mère soit prête. » Et comme elle était adorable, qu'elle l'est toujours, elle a attendu. Les petits-enfants ont grandi, il y a eu le petit frère, il y a eu l'autre petit frère, ils sont allés 3 semaines en Bretagne, et après elle me disait « ah, j'avoue que à la fin, je suis fatiguée. » J'ai dit « vous les avez voulu. » Il faut savoir attendre qu'une mère soit prête, que le père soit prêt. Ce n'est pas parce qu'on ne vous les donne pas tout de suite que vous n'êtes pas légitimé. Mais c'est vrai que le plus grand merci, parce que souvent, nous, les mamans, les vieilles mamans, on trouve que nos enfants nous disent pas souvent merci pour tout ce qu'on a fait pour eux. Ben moi, je trouve que le plus beau des merci, c'est quand ils vous disent « tu peux pas garder un petit peu Titouan ce week-end ?» Ça veut dire que
vous avez été la meilleure des mamans. Donc les grands-parents, pour moi, c'est les héros des temps modernes. Je vous ai expliqué toutes les contraintes. Ils apportent des repères. Donc il faut vraiment dire, quand j'étais petit. Alors les enfants, évidemment, si vous leur racontez, vous avez peut-être votre grand-père qui vous racontait la guerre de 14, bon, ça va. Mais si vous laissez quand même des petits souvenirs, sachez qu'il y a toujours un âge où ils vont grandir et où ils vont avoir envie de se dire, c'était quoi l'histoire de grand-père ? C'était quoi l'histoire de grand-mère? Donc, surtout, gardez tout ce qui est, même si, en ce moment, ils n'ont pas envie de l'entendre. Et puis, transmettez. Quand tu seras grand. C'est très important. Donc, soutenez leurs apprentissages. Comme je vous ai dit, ils ont trop de périscolaires. Ils sont trop fatigués. Ils ont trop regardé, là, c'est déjà les vacances. Ça fait tout le mois de mai que c'était les vacances. Les gosses traînent, n'ont rien à faire. Vous vous rendez compte, dans les banlieues où les mamans travaillent, ils sont en bas des barres d'immeubles. Après, on va dire il ne faut pas de portable. Mais les ados, là, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? C'est toujours vacances. Excusez-moi pour les professeurs, mais c'est toujours vacances. Ce n'est pas des ponts, c'est des aqueducs. Et donc, les enfants n'apprennent pas, ont trop de retard. Donc, si vous pouvez, d'une façon plaisante, faire des petits cahiers de vacances. Moi, je dis, on joue au cahier de vacances. Et en s'asseyant à côté, et en disant oh si tu n'as pas compris, je sais que je t'ai mal expliqué, et vraiment, et pas trop longtemps, et gentiment, eh bien, vous leur permettez de récupérer tout ce que l'école d'aujourd'hui n'arrive pas à leur donner, et vous serez fiers après, quand il vous remerciera, quand à Parcoursup, il sera content. Donc, le plus grand héritage que vous ayez à donner, alors ça, c'est un banquier qui m'apprend ça. Il me dit, c'est pas la peine de moi, il me disait, l'héritage, l'argent sur l'assurance vie que m'ont laissé mes grands-parents, je ne sais même plus ce que c'était, comment, mais par contre, le jour où ils m'ont offert un vélo pour mon anniversaire, alors ça, je m'en souviens. Donc, gâtez-les de votre vivant, plutôt. Gâtez-les de votre vivant. Chaque petite pierre d'amour va compter. Voilà, j'espère que vous allez ainsi non seulement transmettre votre compétence, mais garder votre identité. Vous savez, souvent, on est grand-mère, une fête de famille, on est assis dans un bout de la table et on ne s'occupe pas de vous parce que vous êtes vieille. Vous êtes une mamie, autant dire personne. Surtout, moi je suis pour la retraite le plus tard possible et surtout garder votre identité. Si vous avez été professeur, faites-lui des leçons. Si vous avez été conducteur de train, faites-lui un train génial et emmenez-le, etc. Gardez votre identité, gardez ce que vous êtes, pour que plus tard, il pourra connaître ses racines mieux que si vous êtes trop modeste et trop discret. Voilà, je vous souhaite d'être en forme pour accomplir tout ce chemin.